Un jour pâle se lève sur Monrovia, la capitale du Libéria. Le centre de la ville s'anime doucement, les commerçants rivalisent et les fruits d'Afrique s'étalent sur les trottoirs. Apparemment, la journée commence tranquillement dans cette métropole de plus d'1 million d'habitants, installée au début du golfe de Guinée, entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, les rues et les marchés sont calmes. Très calmes. Même les vols de chauves-souris, il y en a des milliers, ont quelque chose de paisible. Pourtant, dans le port, quelques milliers de tonnes de ferraille donnent des cauchemars aux responsables du trafic de marchandises et menacent l'approvisionnement de la métropole. Le responsable, c'est lui. Il gît comme ça, alangui et inutile depuis 10 mois. 10 mois qu'avec ses cales pleines, il attise la convoitise des milliers de réfugiés qui vivent tout près. Une affaire strictement libérienne qui ne pourrait sans doute pas se dérouler ailleurs et que seule la guerre et la désorganisation du pays a rendu possible. Dès le jour levé, les pilleurs sortent ce qu'ils ont pu récupérer dans les cales. Ils nagent vers le dessous du quai où ils seront inaccessibles. Ces gens qui tentent de les atteindre sont les membres de services de sécurité du port. Criminels! Criminels! Saloperie, saloperie, pas la peine de te cacher, je te tuerai. Les pillards qui ne veulent pas être assommés par les gardes passent plus au large. Ils nagent jusqu'à l'extérieur des limites du port, où la police est généralement absente. Tôt ce matin, ils ont défoncé un conteneur de vaisselle émaillée. Les objets, encore mouillés, sont revendus dès que les nageurs touchent terre. Vendus comme aux enchères, bruyamment, à celui qui peut prouver qu'il a de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Cette chose, je l'ai achetée. Et vous l'avez acheté pourquoi? Je l'ai achetée pour la revendre. Allez, viens, dépêche-toi. Moi, je ne rentre pas. Je me contente d'acheter. Moi j'ai trouvé ça, ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Je l'ai eu pour 60 centimes. Toby, ce jeune homme de 19 ans, n'est pas un réfugié. C'est un fils de famille, fils d'une élite libérienne issue de descendants d'esclaves revenus d'Amérique. Son père a fait partie des cadres de la nation. Pourtant, même chez ces nantis, les enfants sont fascinés par le porte-conteneurs à l'abandon.
Je suis l'ancien directeur de la Commission nationale de l'éducation supérieure de la République du Libéria. Vous acceptez que votre fils se rende sur le bateau qui est renversé au port? Je ne veux pas le savoir. Moi, je veux l'en empêcher, mais c'est impossible. Le gouvernement du Libéria subit des sanctions. Nous avons des problèmes avec la communauté internationale et nous avons tous des difficultés pour survivre. C'était un beau pays, le Libéria. Un pays moderne, comme une enclave américaine plantée dans l'Afrique. Tout ici venait d'Amérique. Voitures, uniformes, mais aussi capitaux et systèmes politiques. C'est lui, James Monroe, 5e président des États-Unis qui, en 1822, a aidé ses amis de la société anti-esclavagiste à créer le pays et sa capitale, Monrovia. Il voulait que les esclaves américains puissent retrouver la terre de leurs aïeux. Les esclaves sont revenus, ils ont construit ces maisons, comme en Louisiane ou dans le Mississippi. Ils ont même choisi un drapeau, le même que là-bas, mais avec une seule étoile. Mais le Libéria va mal. En mai 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU l'a sanctionné pour avoir soutenu la rébellion dans un pays voisin. Les importations d'armes sont interdites, comme les transports aériens, comme la sortie du pays de 135 de ses dirigeants, ce qui explique en partie le drame du Tom Alexandra. Le 25 juillet, ce bateau est arrivé d'Abidjan. Au moment où il est arrivé ici, il a commencé à décharger. Ils ont enlevé 5 containers de 12 mètres. Et le bateau s'est renversé. Depuis lors, nous avons eu beaucoup d'ennuis. Nous avons parlé aux propriétaires, Hans and Lang. Ils sont propriétaires et affréteurs de ce bateau, le Tom Alexandra. Ils ont envoyé une équipe ici pour diriger le sauvetage. Ils sont restés 5 jours. Ils sont repartis en nous disant qu'ils allaient revenir. Ils ne sont jamais revenus. Car comme vous le savez, nous subissons un embargo ici. Nous n'avons pas le droit de voyager. Combien ça devrait coûter à un bateau de rester sur ce quai? Sur une base quotidienne, une moyenne de 6 à 10 000 euros par jour. Vous perdez cet argent. On le perd depuis le 25 juillet. Et c'est juste une part de nos pertes. Le port est petit et certaines marchandises y ont une priorité absolue. C'est le cas du bois. Son exportation n'est pas touchée par l'embargo des Nations Unies. Des forêts séculaires d'Iroko partent par ce quai dans un trafic continuel de navires. Où allez-vous? On va en France, à Nantes. À Nantes. Oui. Ensuite au Havre. Et après, on va en Allemagne. Vous faites toujours le même trajet? Pas toujours, mais on va souvent en France, dans différents ports. Je me souviens qu'on est allé une fois à Saint-Malo, une très belle ville à mon goût. À midi, les pilleurs défoncent un nouveau conteneur. On entend le bruit des marteaux dans la cale, sous le niveau de l'eau. Cette fois, c'est un chargement de couverture qui passe de main en main. Elles sont immédiatement revendues dans le marché, à l'extérieur du port.
C'est de la bonne qualité? Oui, très bonne. On peut la voir? Elles ne sont pas sales? J'ai faim, donnez-moi de l'argent. Donne-lui de l'argent, donne-lui de l'argent. Les gens sont tendus. La police intervient souvent. On peut facilement mourir ici. On y est battu. Là, c'est un coup de couteau donné par les gardes. Pas trop grave, quelques points de suture. La routine pour les infirmiers de l'hôpital voisin. No, that's the same band there. Yesterday. Yeah, all I want, you were here when it brought you. Government never declared this shit. Government never declared this shit there. Le gouvernement n'a jamais donné son autorisation pour que tous les gens qui en ont envie aillent sur le bateau. So you be careful as you go there, you go. Fais attention, si tu y vas, c'est que tu y vas pour voler. C'est sûr, si tu pénètres à l'intérieur, si tu y vas quand même, c'est que tu es un voleur. Tu vas voler. Et la vente continue. Je vais ouvrir la boîte pour vous. J'ai de la chloroquine, de la nivaquine, des antibiotiques. Je vends des médicaments contre la fièvre, la malaria et aussi la fièvre typhoïde. C'est à vendre? Vous voulez bien m'en acheter? Ils sont pas en très bon état. C'est une bonne affaire. Vous les faites très peu cher. Bon marché. Vraiment bon marché. Les marchandises sorties du ventre du navire changent 3 ou 4 fois de propriétaire avant de disparaître dans la ville. Quelques sous de gagnés, le moyen de survivre. J'ai été obligée de quitter le haut du pays pour venir jusqu'ici, parce que je n'avais rien à manger. Il me faut de l'argent. Vous connaissez la situation? Vous savez de quoi je parle? Il n'y a plus rien dans le comté de Lofa. Maintenant, on est à Monrovia, mais on n'a toujours rien à manger. Vous avez vu mon corps et vous voyez ce que j'ai là dans le dos? Le nord du pays, le comté de Lofa est vide, déserté par ses habitants qui ont fui la guerre. Cette sale guerre qui recommence entre les rebelles et le gouvernement de Charles Taylor, l'actuel président. Le jour où ces images ont été tournées, le front venait de lâcher. Des milliers de réfugiés quittaient brusquement leur maison par crainte des combats. Ici, on ne peut pas être soigné. On est abandonné et puis on a peur. On a peur pour nous. On a peur de perdre nos enfants. Et puis, il n'y a pas de médecin, pas de nourriture, pas d'eau. Des médecins, pourtant, ce jour-là, il y en avait. Ceux d'une organisation humanitaire, surpris, éberlués par cette foule qui descendait. On a 40 000 déplacés qui viennent d'arriver. Et puis voilà, donc ils sont arrivés tout d'un coup ce matin, ils étaient sur la route, ils arrivent en force, ils sont fatigués, ils sont très choqués aussi. Qu'est-ce qui se passe? Le front a lâché cette nuit? Bah oui, il me semblerait, c'est le camp où ils étaient installés, aurait été attaqué.
On ne sait pas par qui, ça s'est passé dans la nuit, ils sont partis en courant, les balles sifflent partout. Et puis voilà, donc les voilà sur la route et tout le pays est en train de descendre. Pourquoi partez-vous? À cause des ennemis? Qu'est-ce qu'ils font, les ennemis? Ils tirent. Ils tirent sur vous? Non, ils tirent en l'air. Et où allez-vous? À Morovia. Vous savez, vous allez dans Morovia? J'ai aucun endroit. J'ai tout laissé. J'ai plus rien. Qu'est-ce que vous allez faire pour vivre? Je sais pas. Dans l'après-midi, les pillards découvrent un conteneur plein de bidons d'huile de vidange. Ils vident l'huile dans la mer et gardent les bidons. Dans le bateau, vous prenez l'huile ou le bidon? Seulement le bidon. Qu'est-ce que vous en faites? On les vend. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est pour transporter de l'eau. Combien vous les vendez? On les vend 25 centimes. C'était un accident. Quel genre d'accident? Je n'en sais rien, je suis pas ingénieur. Ces gens ont le droit d'être là? Non, ils n'ont pas le droit. Ce sont des criminels. On n'accepte pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a de l'eau tout autour, ils entrent par l'eau. Et j'ai pas de fusil. Je ne peux pas leur tirer dessus. Et comme souvent, la dérision surgit brusquement, comme pour souligner la noirceur du drame. Ils vous font ça souvent? Ils vous montrent leurs fesses? Comment voulez-vous que je les contrôle? Et si vous trouvez pas ça bien, allez-y vous-même. Allez, tirez-vous. Pour enlever l'huile dont ils sont recouverts, les pillards se lavent à l'essence. Comment vous faites pour vous nettoyer? Avec ça, de l'essence. 25 centimes le bidon. Et vous nagez profond? 2 mètres de profondeur. On traverse des containers. On traverse même jusqu'à 3 containers. Et c'est dangereux. Oui, c'est dangereux.
Mon fils s'est noyé. Au port. On n'a pas pu ramener le corps. On a essayé de le tirer, mais le trou était trop petit. Il est resté là-bas, dans l'eau. Quand vous allez dans le bateau, vous ouvrez les portes des containers? Non, on fait des trous dans les containers, de petits trous. On défonce les parois, on fait un trou et on passe. Mais après, on ne peut plus respirer. Je suis allé là-dedans pour travailler, mais beaucoup de mes amis y sont restés. Il y en a beaucoup là-bas. Et quand ils sont noyés, souvent on ne peut plus les sortir, parce que les corps sont devenus trop gros et les trous sont trop petits. Ceux qu'on a pu sortir, on les enterre tout là-bas, tout près du bateau. Le Torm Alexandra est donc une tombe. 10 corps au moins seraient encore prisonniers de ces cales. Quant aux autres, ceux qui se sont noyés mais dont leurs camarades ont pu sortir les cadavres, ils sont enterrés là, tout près, sans fleur ni couronne, ni même l'indication de leur nom ou de leur religion. C'est ici qu'on a enterré les gens qui sont morts sur le bateau. Il y en a combien? Il doit y en avoir 30. 30 à 35. Et pourquoi pas dans un cimetière normal? C'est une sorte d'habitude, de tradition. Ici au Liberia, quand quelqu'un se noie, on l'emmène pas loin. On l'enterre tout près du rivage. C'est pourquoi ils sont enterrés là. Ils étaient chrétiens? Ils pouvaient être chrétiens ou musulmans. On ne connaissait pas leur religion, ni même qui était leur père ou leur mère, pour être franc. Et ça, monsieur, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des déchets qui étaient à bord du navire. Pourquoi vous les mettez là? Parce que ça ne sert plus à rien. C'est du papier hygiénique, et quand c'est mouillé, ça ne sert plus à rien. D'habitude, c'est pour les latrines. Ce sont des déchets. Pourquoi vous les mettez juste à côté du cimetière? Quand on a mis ces déchets à cet endroit, personne n'était encore mort. C'est pourquoi on les a mis là. Mais après, quand les gens sont morts, on a trouvé que le plus pratique, c'était de les mettre ici. On en a fait un cimetière pour les noyés du bateau. Le bateau a un propriétaire, la société Torm, et un agent, Umarco. Tous deux ont un avocat, un bon avocat. Moderne, efficace et précis, dans ce pays où tout est à l'abandon. Nous avons dit aux gens du port, nous, c'est-à-dire le propriétaire, l'affréteur, nous avons dit, nous ne voulons plus du bateau, nous vous l'abandonnons. Est-il exact que 50 personnes sont mortes dans le bateau? 50 criminels, comme vous les appelez? J'ai entendu dire ça. Je l'ai entendu. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas le confirmer, mais je l'ai lu dans les journaux. Des gens qui tentaient d'entrer dans le bateau pour voir ce qu'il contenait sont morts. Je ne savais pas qu'il y en avait eu 50. Qui porte la responsabilité de ces morts? Eh bien, le vaisseau dépendant du port, je ne dirais pas que c'est le port qui est responsable. En tout cas, en même temps, clairement, je dis que le propriétaire et l'affréteur ne sont pas responsables de ce qui s'est passé à bord, quels que soient les événements qui s'y sont déroulés. Que va devenir le Torm Alexandra? Il peut encore être remis à flot et repartir, ou bien tiré ici, à quelques encalbures du port, ici sur cette plage où pourrissent déjà des dizaines de chalutiers.
il servira à son tour de terrain de jeu. Cela ne va pas se faire dans un proche avenir. Les armateurs ont abandonné le bateau. Quant aux dieux, ils semblent avoir abandonné le Liberia. Les pauvres pilleurs affamés pourront encore plonger longtemps, toujours plus profond, toujours plus dangereux. Toujours plus sale.